Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à la 16e édition du Forum de l'innovation NetExplo qui est organisé avec l'UNESCO et le groupe de presse Les Échos. Je m'appelle Julia Seeger et c'est un plaisir pour moi, comme toujours, de présenter cet événement avec mon ami et mon collègue Tom Burgess-Watson. Alors maintenant, ça a commencé avec tous ici dans le public, mais il y a également beaucoup de personnes qui nous regardent à distance parce que cet événement est aussi diffusé en direct sur l'application NetExplo, sur le site web de NetExplo et sur toutes nos plateformes de médias sociaux. Alors merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. Merci pour cela, Julia, et bienvenue à tous. Comme cela a déjà été dit, je suis ravie de vous accueillir à la station F, qui est un campus de 34 000 m² sur le site de ce qui était autrefois un dépôt ferroviaire et qui aujourd'hui rassemble tout un écosystème entrepreneurial sous un même toit. Et cet incubateur d'entreprise qui a ouvert ses portes en 2017 est aujourd'hui la plus grande installation de start-up du monde. C'est une communauté qui héberge quelques 1000 start-up. Oui, en effet, 1000 start-up qui réfléchissent déjà à la manière de développer leur activité de manière durable. Et nous entendrons parler de certaines d'entre elles tout au long de la journée. Alors ça nous intéresse particulièrement puisque cette année, le Forum de l'innovation se consacre au développement durable et à la manière dont les entreprises peuvent en effet contribuer à un avenir plus durable et plus sain pour tous. Alors chaque année, comme certains d'entre vous le savent déjà, NetExplo, un observateur des tendances technologiques, a établi une compilation de 3000 innovations durables. Et il a décidé d'en choisir 100 pour les tendances globales et 10 d'entre elles ont été récompensées pendant le Forum d'innovation. Et plus tard dans la journée, aujourd'hui, nous allons demander à notre public de voter pour le lauréat du Grand Prix. Alors, c'est exact, Julia, et comme chaque année, nous avons 10 innovations véritablement passionnantes à évaluer ensemble. Toutes cherchent à faire la différence, à rendre le monde plus durable et plus équitable. Et comme Julia l'a déjà montré, c'est un forum interactif, donc nous allons vous montrer un QR code plus tard dans la journée qui va vous permettre de voter pour les innovations d'aujourd'hui. Oui, le Forum de l'innovation est un rendez-vous particulièrement intéressant puisque cela vous permet de découvrir ce qu'ont à dire les meneurs des experts les plus prominents. Et notamment, Tom, nous allons parler de l'intermittence des énergies renouvelables et nous allons également entendre parler de l'avenir de la fusion nucléaire et du potentiel inexploité des grands fonds marins. Et nous allons également poser des questions de type comment pouvons-nous améliorer la séquestration carbone tout en changeant le génome des plantes. Très intéressant comme programme. Oui, en effet. Alors juste avant de commencer, veuillez vous rappeler que nous allons parler en anglais la plupart de la journée, mais si l'on passe en français, vous pouvez toujours utiliser vos casques pour pouvoir avoir la traduction simultanée. Sans plus attendre, nous voudrions accueillir le cofondateur et le directeur général de l'Observatoire NetExplo Thierry-Yab, qui va accueillir Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, sur scène. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour. Merci d'être avec nous pour introduire cette 16e édition du Forum NetExplo Innovation. Vous êtes le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et vous revenez à ce titre hier matin du Japon, où vous avez participé à la COP sur le climat à Sapporo, au Japon. À la réunion du G7 des ministres de l'Environnement. Voilà, pardon, c'est la réunion du G7 des ministres de l'Environnement, je vous prie de m'excuser. Et à ce titre, vous avez participé à cette réunion sur un certain nombre de décisions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les décisions qui ont été, je dirais, prises à l'occasion de cette réunion internationale? Ce G7 des ministres de l'Environnement, il a accouché d'un certain nombre de décisions multiples qui sont évidemment complexes à résumer, mais je vais peut-être me contenter de deux faits majeurs. D'abord, pour la première fois, on a un G7 qui dit il faut sortir des énergies fossiles sans circonvolution. En 2021, c'était il faut sortir du charbon. L'année dernière, il y avait eu des prises de position très allantes. Là, on a une déclaration qui est claire, qui se prononce pour le fait d'aller vers des véhicules net zéro à partir de 2035. Et on a surtout des prises de position claires sur les enjeux de biodiversité. Depuis un an, on a eu la COP 15 à Montréal, on a eu le traité sur la haute mer
qui s'est tenue au mois de mars. On a eu des engagements internationaux autour de la protection des forêts primaires. Et trop souvent, on a d'un côté ce qui relève de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'autre, la préservation de la biodiversité, sans se rendre compte que ce sont deux luttes jumelles qui fait qu'à la fin, si on n'a pas une action qui est résolue dans les deux domaines en même temps, on se tire globalement une balle dans le pied. On a besoin d'une nature plus résiliente pour résister au réchauffement climatique, et dans le même temps, ce réchauffement climatique, il vient menacer une partie des solutions fondées sur la nature, sur lesquelles il faut au contraire qu'on puisse s'appuyer. Donc, en réaffirmant que le G7 est engagé dans ces deux combats, on a une déclaration qui est forte. Et puis, le dernier volet, c'est celui de la lutte contre les pollutions. De façon spectaculaire, ce G7, malgré les points de vue qui ne sont pas les mêmes entre les États-Unis, le Japon et les pays européens, il a décidé de reconnaître que la pollution des perfluorés alkylés, qu'on appelle les PFAS, était un sujet de préoccupation mondiale dont il fallait qu'on se préoccupe. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Et il a pris position pour la fin de la pollution plastique en 2040, ce qui est l'enjeu d'une autre conférence internationale qui va se tenir dans quelques semaines, alors que jusqu'à maintenant, jamais les pays du G7 ne s'étaient exprimés de manière collective sur cet enjeu, parce qu'on a des pratiques ou des dépendances à ce plastique à usage unique qui varient en fonction des lieux où on se trouve sur la planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, on a assisté à une prise de conscience de l'opinion publique mondiale sur cet enjeu de dérèglement climatique. Et on l'a vu à travers les incendies qui ont ravagé un certain nombre de forêts partout dans le monde, soit en Californie, que ce soit en Asie, soit en Afrique, ou en Europe du Sud, et notamment en France. Or, vous avez annoncé, le 30 janvier dernier, qu'il fallait probablement désormais envisager un scénario autre que celui qui était prévu jusqu'à présent, c'est-à-dire un réchauffement des températures à 2 degrés pour 2100, et qu'il fallait envisager un scénario à 4 degrés. Est-ce que c'est un scénario qui maintenant est inéluctable pour vous? Comment on peut encore agir par rapport à ce type de scénario? Et finalement, puisqu'on est au Forum NetExplo, comment les technologies peuvent-elles jouer un rôle pour lutter contre ce réchauffement des températures? Avant de vous parler des technologies, mais je vais faire ça avec plaisir et très vite, le panorama, il est assez simple. On sait que quand on s'est retrouvé pour la COP21 et pour l'accord de Paris, le monde s'est engagé à dire il faut qu'on ne s'éloigne pas d'une trajectoire à plus 1,5 degré. Si on s'en éloigne, chaque degré, chaque dixième de degré même compte, et on n'est pas sur des dégâts ou des catastrophes naturelles qui seraient proportionnelles, mais on a des courbes exponentielles au fur et à mesure qu'on s'écarte d'un climat de référence. À la minute où on se parle, on est déjà à 1,1 degré de plus que la moyenne de l'ère pré-industrielle. Et les experts du GIEC nous disent, au rythme où nous sommes, on ne termine pas à 1,5, on termine entre 2,8 et 3,2. Quand on parle de température mondiale, que ce soit le 1,5 ou le 2,8 ou 3,2, on parle d'une moyenne. Et cette moyenne, elle inclut les océans. Et les océans captent une partie de la chaleur, et donc le réchauffement sur les terres est plus important par rapport à la moyenne qu'il ne l'est au niveau des mers. Et donc quand on est à plus 1,1, comme aujourd'hui, on est en France déjà à plus 1,7. Donc, si on est aux alentours de plus 3, la France sera à plus 4. Et tout change. À 2 degrés, on a 9% d'enneigement en moins. À 4 degrés, on a 25% d'enneigement en moins. À 2 degrés, on a 2 fois plus de sécheresse. À 4 degrés, on en a 5 fois plus. Et tout est comme ça. Les températures les plus élevées, les conséquences sur l'aridité des sols, la diminution de l'eau liée à l'évapotranspiration. Regardez ça en face, c'est pas se dire « Ok, on arrête de travailler pour faire en sorte de tenir la trajectoire de l'accord de Paris. » Donc ça veut dire que ce n'est pas inéluctable. Mais on regarde en face ce qui risque de se passer si le monde ne va pas plus vite. Et la sagesse populaire, elle dit bien que qui peut le plus que le moins, et je préfère préparer mon pays, nos infrastructures, les décisions qu'on prend, les investissements qu'on fait à un monde à 4 degrés pour se rendre compte qu'au final on réussit à contenir à 2 ou à 2,5 plutôt que de faire comme si on allait tenir à 2, dépenser des millions d'euros pour aller changer des référentiels qui en fait devront être à nouveau changés parce qu'on aura refusé de regarder ce qu'était la réalité. Comment on fait ça? Parce qu'une fois que j'ai dit qu'on allait faire une nouvelle trajectoire, le sujet c'est comment on va tenir compte de tout ça. Et bien sûr que la technologie,
elle est un des leviers qui peut nous permettre de résoudre cette équation. Le monde, il est confronté à une question qui ne s'est jamais posée. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire humaine, puisqu'on considère que les températures que nous avons aujourd'hui, quand on regarde les datations, ou plus exactement, y compris les plus vieux arbres de la planète, un certain nombre de choses, on est certain que c'est la température la plus élevée depuis 125 000 ans. Pensez qu'on va faire face à ça uniquement en modifiant nos comportements, c'est malheureusement passer à côté de ce que les technologies et l'intelligence humaine peuvent être capables de nous apporter. À l'inverse, se dire que la technologie va tout régler et qu'on peut donc continuer à vivre comme si de rien n'était, parce qu'à un moment, il y a bien un ingénieur qui va trouver une solution ou une start-up qui va se créer, c'est prendre un énorme risque par rapport à l'habitabilité de notre planète. La vérité, c'est qu'on a besoin des deux. On a besoin d'embarquer la population et on a besoin de regarder ce que sont les solutions. Je vous donne un exemple très concret. Demain, je me rends dans un département, celui de la Sarthe, en France, pas très loin de la vallée de la Loire, dans lequel le service départemental d'incendie et de secours vient d'équiper ses forêts de caméras thermiques pour repérer les départs de feu, y compris à partir de l'aide de logiciels, de manière à ce que les pompiers puissent se rendre plus vite sur les lieux pour arriver plus rapidement à éteindre les incendies, parce qu'on sait qu'un incendie, plus il a commencé à partir, plus ensuite c'est complexe de faire en sorte de l'éteindre. C'est un exemple de quelque chose auquel il y a quelques années on n'aurait pas pensé, y compris parce que la technologie n'était pas mature, et qui permet de répondre de manière très concrète sur le sujet. Il y a plein d'autres exemples, mais je vous donne déjà celui-là pour commencer. Merci. Un des défis majeurs pour notre planète, c'est la pénurie d'eau. Vous avez annoncé avec le président de la République il y a quelques semaines un grand plan sur l'eau avec une 50aine de mesures. Or, si on regarde un peu ce qui se passe dans notre pays, en France, et c'est aussi le cas d'autres pays, on n'utilise que 1% des eaux usées ou retraitées dans notre consommation d'eau courante. Ce qui, bien évidemment, pose une question. D'autant plus que certains pays, et je pense notamment à Israël, je pense aux Émirats arabes, je pense à Singapour, qui vivent une pénurie d'eau depuis un certain temps, ont développé des technologies extrêmement efficaces sur ce sujet. Où on en est exactement en France sur ce sujet ? L'eau, c'est un des défis majeurs, et en venant ici à NetExplo, je veux saluer le fait que ce forum de l'innovation, il est mondial, qui touche des gens qui viennent du monde entier, et que je m'apprête à parler des problèmes de l'eau en France en ayant bien conscience que comparé aux problèmes de l'eau qui peuvent exister dans d'autres parties du monde, on a de la chance. Mais même nous, on est confrontés aujourd'hui à une situation qui est préoccupante, parce qu'on ne s'est pas habitué à la diminution de l'eau qu'on est en train d'avoir. Il faut être très clair. L'augmentation des températures, elle a comme conséquence d'augmenter l'évapotranspiration. À cause de la chaleur, le stress hydrique, le besoin des plantes, la partie qui va être absorbée et qui ne sera pas disponible dans les rivières pour être ensuite prélevée pour un certain nombre de types d'usages, elle va diminuer. Pas le niveau des précipitations, le niveau de ce qui sera disponible ensuite pour des activités humaines. Face à ça, sobriété, il faut lutter contre le gaspillage et il faut miser sur la technologie pour ne pas se priver de ressources que nous pouvons utiliser. Et très concrètement, un des chantiers que nous ouvrons, c'est celui de la réutilisation des eaux usées. Vos chiffres sont exacts, je vais vous en donner un autre. On a 30 000 stations d'épuration en France. Les eaux usées qui sont produites par des activités humaines, que ce soit les particuliers ou les industries, elles vont dans ces 30 000 stations et nous n'en avons que 77 sur 30 000 qui disposent d'une capacité de réutilisation de l'eau usée, principalement pour des problèmes aujourd'hui de décret, de principes de précaution, etc. On va donc déverrouiller ça, lancer de manière immédiate 1000 projets de réutilisation d'eau usée qui vont se faire avec l'aide de ces stations d'épuration et pousser les curseurs pour d'autres évolutions. 0,8% de nos eaux usées sont effectivement réutilisées. C'est 10 fois moins que l'Italie, c'est 20 fois moins que l'Espagne, c'est 100 fois moins qu'Israël. Ça, ce sont des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions potentiels de mètres cubes qui peuvent nous permettre, par exemple, pour aller arroser des voiries, faire en sorte d'aller entretenir des espaces verts, d'éviter d'aller utiliser, comme nous le faisons aujourd'hui, de l'eau potable. La suite, c'est de regarder comment à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, l'eau de pluie ou les eaux grises qui sont issues de la machine à laver peuvent permettre d'alimenter les toilettes plutôt que de se retrouver avec de l'eau potable, là aussi, dans le fond de nos toilettes, ce qui est une forme de gâchis à la fois pour l'énergie qu'on a mis pour la potabiliser et réellement une forme de gaspillage qui traduit bien le fait qu'on n'a pas intégré le fait qu'il fallait qu'on s'habitue à ce que les ressources soient plus rares.
Et donc, typiquement, voilà des domaines dans lesquels, grâce à ces technologies, on va être en sorte de diminuer notre stress hydrique, même s'il n'épuise pas la nécessité de faire évoluer aussi nos comportements, faire plus de sobriété. Alors, avant d'être ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, vous avez été maire de la ville d'Angers. Et vous vous êtes engagé sur le développement durable et bien évidemment au plus près des attentes de vos concitoyens. S'il y a un sujet qui est extrêmement délicat aujourd'hui dans la transition écologique, c'est celui de l'acceptation sociale des mesures de transformation environnementale. On l'a vu déjà, c'est un sujet toujours très compliqué parce que ça impacte les gens. Ça a des coûts et que bien évidemment on voit que les inégalités face à ces transformations du climat ne touchent pas les populations de la même manière. Quel enseignement vous tirez de votre expérience de maire sur ce sujet ? Si on fait un sondage et qu'on demande aux gens est-ce que vous êtes d'accord pour sauver la planète, il est probable qu'on ne soit pas loin des 100% de oui. Si on commence à entrer dans le détail, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on développe les énergies renouvelables? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on améliore le tri des déchets? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on augmente les transports en commun? On aura des oui sur la quasi-totalité de la chaîne. Là où ça se complique, c'est quand la vision générale, elle se confronte à vous. En clair, je suis d'accord pour les énergies renouvelables, mais je ne veux pas avoir l'éolienne à côté de chez moi. Je veux bien qu'on augmente la capacité de traiter les déchets, mais pas si on multiplie par 2 ou par 3 le niveau de ma taxe ou si je me retrouve à avoir 5 poubelles chez moi sans les explications. Et on constate aujourd'hui très exactement ça, avec des mesures qui font l'unanimité. Par exemple, nous savons aujourd'hui qu'il faut limiter l'étalement urbain sur nos territoires. Parce que plus on bétonne, plus on bouche les nappes phréatiques et donc on complique ensuite la capacité à aller capter une partie de l'eau et plus on risque d'accroître nos problèmes de sécheresse, plus on se retrouve à faire des îlots qui deviennent des îlots de chaleur et non pas des îlots de fraîcheur pendant les journées chaudes dont on parlait. Mais à partir du moment où vous allez expliquer à un maire qu'il n'aura plus le droit d'étendre sa ville, il va vous expliquer que vous le privez de tout oxygène, qu'on interdit aux gens de se développer, que ce sont des mesures qui sont contre la ruralité. On sait qu'on doit sortir des énergies fossiles, mais quand vous vous retrouvez à suggérer le fait que, puisque le pétrole entraîne des coûts que nous ne mesurons pas encore d'impact et de changement, il est souhaitable de le rendre plus cher. Vous avez eu en France les gilets jaunes, vous avez aujourd'hui aux Pays-Bas des agriculteurs qui protestent contre des mesures qui consistent à faire en sorte de rendre certaines trajectoires plus vertueuses, et on voit bien les tensions sociales qui sont générées par tout ça. Il y en a de 2 ordres. Il y en a qui relèvent de la difficulté de conduire une transition qui soit solidaire. En clair, toute mesure qui a comme conséquence une augmentation des prix, elle frappe évidemment de manière beaucoup plus forte ceux qui se retrouvent avec peu de revenus. Et donc si on imagine une transition qui consiste à faire payer aux plus pauvres, qui ont souvent l'empreinte environnementale la plus faible, parce qu'eux ne vont pas partir en avion en vacances à Ibiza ou se retrouver dans une résidence secondaire, en jet privé, etc. Bon. C'est non seulement pas juste, parce que vous vous retrouvez à faire payer une partie du coût de la transition à ceux qui y ont le moins participé, et c'est pas soutenable, parce que vous confrontez la fin du monde avec la fin du mois, et que la plupart du temps, l'urgence la plus immédiate, elle finit toujours par l'emporter sur l'urgence qui est la plus éloignée. Donc vous menacez la transition écologique parce que vous allez vous retrouver avec des manifestations populaires contre cet objectif, et dans le même temps, vous conduisez une transition qui, parce qu'elle est injuste, est une autre forme de menace pour notre planète. Donc l'acceptabilité, elle est cruciale. Et c'est compliqué, parce que quand vous êtes ministre de la Transition écologique, quel que soit le pays, mais c'est particulièrement vrai en Europe, vous avez une frange qui vous explique que vous n'en faites jamais assez, et qui se retrouve, alors que nous sommes le continent qui a le plus baissé ses émissions, à multiplier les actions qui sont ou les plus spectaculaires ou les plus violentes. Puis vous commencez à voir des gens qui, de l'autre côté, vous expliquent que vous en faites trop, que vous allez finir par menacer le mode de vie, que c'est une limitation de la liberté que de restreindre l'autorisation des moteurs diesel de pouvoir circuler sur certaines parties du territoire alors qu'on a 47 000 morts en France de pollution atmosphérique, etc. Le chemin entre les deux, il suppose d'avoir d'abord le courage de la nuance, ce qui, dans le monde dans lequel nous sommes, et à l'époque des réseaux sociaux, n'est pas forcément le truc le plus simple à aller expliquer. Pour le faire, il faut de la pédagogie et des mesures qui sont concrètes. Et je vais surtout insister sur des mesures concrètes. Et je vais prendre effectivement quelques exemples qui sont issus de mon expérience de maire. Ma ville,
Elle a été classée la ville la plus écologiste de France juste avant les élections municipales. Ça a beaucoup énervé les écologistes locaux de penser qu'un maire qui n'était pas officiellement écolo avait obtenu ce classement. Mais le fait est que dans quelques semaines, on va inaugurer nos 2e et nos 3e lignes de tramway, qu'on a le plus d'espace vert par habitant de France, que nous avons une cuisine centrale qui est approvisionnée à plus de 50% par des produits locaux et à plus de 30% par des produits bio dès maintenant, parce qu'on a repris les commandes pour aller passer des contrats directs avec les agriculteurs de proximité, qu'on a créé 3 nouveaux réseaux de chaleur biomasse au cours du dernier mandat pour aller remplacer des chaudières gaz ou des chaudières fuel, et que ce sont plus de 50 000 habitants aujourd'hui qui sont alimentés par des bois issus de coupes dans un rayon de 100 km et qui permettent d'aller rémunérer des agriculteurs pour entretenir des haies ou aller faire des élagages. Et je pourrais multiplier les exemples de ce type. Entre les deux, le sujet, c'est de montrer à nos concitoyens que les deux ne sont pas opposés et qu'à la fin, même en termes de pouvoir d'achat, la transition écologique, elle est obligatoire. S'enfouir la tête dans le sable en faisant comme si certains problèmes n'arriveraient pas, ou se dire qu'il faut qu'on continue le plus longtemps possible à faire sans rien changer, c'est augmenter le coût de la facture que nous aurons à payer, à la fois d'un point de vue climatique et d'un point de vue humain. Et le meilleur exemple, pour revenir à ce que nous disions il y a quelques instants, c'est la sécheresse. En France, la sécheresse de 2022, elle a coûté près de 3 milliards d'euros. Donc que nous annoncions désormais qu'on va augmenter d'1 demi-milliard tous les ans les financements publics pour être capable de prévenir les sécheresses, c'est non seulement particulièrement souhaitable d'un point de vue environnemental et climatique, mais c'est même très rationnel d'un point de vue budgétaire quand on voit les coûts qu'on évite. Il faut qu'on entre dans une capacité à montrer à nos concitoyens ce qui se passe si on ne fait rien. Il faut permettre de mesurer le coût de l'inaction. Et il faut, sur l'écologie du concret et du quotidien, être capable de multiplier les mesures favorables. Il y a quelques semaines, on a lancé par exemple des primes à la réparation. Je suis ici devant des gens qui savent ce que peuvent être les bienfaits de la technologie. Mais dans ces bienfaits, il y a aussi parfois des limites. L'obsolescence programmée, le cycle de vie. Et une des difficultés qu'on a, c'est le réflexe qui consiste globalement à jeter des choses qui marchent encore. Pour essayer de changer une partie de ces comportements, on a mis en place des aides qui valent de 10, 15, 30, 40, 50 euros en fonction du type de matériel électronique dont on parle. De manière à faire en sorte qu'on puisse d'abord envoyer un signal, mais même rendre la réparation moins coûteuse que l'achat du neuf. On a un système qui marche sur la tête et qui, parce qu'il n'intègre pas le coût pour la planète, dans un certain nombre de cas, favorise l'ultra fast fashion pour la mode sans se rendre compte des conséquences sur l'eau, entraîne des conséquences de gaspillage de matière sur un certain nombre de technologies, et donc nécessite qu'on puisse envoyer des signaux positifs pour remettre les choses au bon endroit. Parfois, ça passe par de la fiscalité. Vous avez cité les jets privés. Jusqu'à l'année dernière, le litre de kérosène pour un jet coûtait moins cher que le litre d'essence dans une voiture. On est dans une aberration complète. Vous ne pouvez pas récompenser ce qui est plus émetteur pour la planète que ce qui l'est moins. Donc qu'on ait modifié ça dans le cadre du budget, c'est une bonne chose. Et on peut même se dire avec un peu de vertige que ça fait 10 ans ou 20 ans ou 30 ans que ça dure et qu'on aurait sans doute pu le faire auparavant. Alors là, on parle du grand public, on parle des citoyens, mais les entreprises, et notamment les grands acteurs économiques, ont un rôle aussi particulièrement important à jouer dans sur ce sujet du climat. Quel peut être ce rôle pour vous, pour les entreprises industrielles en matière de transition écologique ? Le rôle des entreprises industrielles, il est crucial parce qu'il faut qu'on soit capable de faire un changement vers globalement des produits qui sont bas carbone. Et ça suppose d'aller modifier les process. Ça suppose d'aller intégrer des parts d'énergie décarbonées dans les processus de fabrication. Et ça suppose d'aller faire de la relocalisation pour éviter de se retrouver avec des usines qui sont toutes concentrées dans un seul endroit du monde et des consommateurs qui sont partout, avec donc des coûts de trajet ou de transport qui ne sont pas rationnels. Il faut rapprocher les industries de leurs gisements et de leurs clients, ce qui suppose en plus d'aller dans le sens d'un meilleur partage des richesses à la fin. Et donc, on a des enjeux de réindustrialisation. C'est une des raisons pour laquelle, dans quelques semaines, le gouvernement auquel j'appartiens présentera un projet de loi sur l'industrie verte pour faire en sorte qu'on se dote, par exemple, de capacités françaises de production de batteries au lithium pour accompagner l'électrification du parc. Parce que si c'est je passe à l'électrique, mais je fais venir la totalité de ce dont j'ai besoin de l'autre bout du monde, l'écart par rapport à la voiture thermique en termes de cycle de vie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est évidemment pas le même.
Peut-être pour terminer, une question sur un sujet dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle générative. Comme vous le savez, c'est une des ruptures les plus marquées de ces derniers mois, depuis novembre dernier, avec un succès énorme de ChatGPT dont tout le monde parle, et ça fait la une des journaux, avec quand même 600 millions d'utilisateurs. Quel peut être le rôle de l'intelligence artificielle générative dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, de la biodiversité, de l'économie circulaire, bref, tout ce qui peut nous permettre d'améliorer notre empreinte carbone et de participer à sauver la planète? Vous l'avez dit, j'étais maire jusqu'à il y a 1 an. Et un des derniers grands projets que j'ai lancé, c'est celui d'une Smart City totalement tournée vers la transition écologique. Presque 150 millions d'euros investis dans un territoire de 300 000 habitants pour utiliser le meilleur de la technologie de manière à réduire nos consommations. Et dans cela, de l'intelligence artificielle. On a, à Angers, des containers enterrés pour aller mettre nos ordures en les triant. Le problème, c'est qu'un conteneur enterré, on ne voit pas son niveau de remplissage. Et donc, on avait des camions qui passaient toutes les semaines, à jour fixe, pour aller vider les containers. Parfois, certains étaient moitié vides, et d'autres étaient déjà pleins depuis 2 ou 3 jours, avec donc des déchets autour. On a mis, dans le cadre de ce marché global de performance, des puces avec des niveaux de remplissage, qui fait que quand on atteint 80%, un camion benne intègre le programme dans sa tournée. Le problème, c'est que là où on avait une tournée régulière qui était faite par chacun des chauffeurs, la tournée change tous les jours. Et c'est donc un module d'intelligence artificielle qui calcule le trajet le plus optimal compte tenu des sens interdits pour limiter la consommation d'essence, pour faire chaque jour la feuille de route du projet. Deuxième exemple, on a 30 000 lampadaires. La quasi-totalité était thermique avec des ampoules sodium. On les remplace par du LED. En faisant ça, on économise 70% de notre consommation d'énergie, plus de 2 millions d'euros annuels, et je parle de tarifs avant la guerre en Ukraine. En ajoutant une petite puce à l'intérieur de chacun de ces lampadaires, on utilise un détecteur de jour qui permet d'éviter que le lampadaire ne s'allume à heure fixe s'il fait encore suffisamment jour, qui devient une petite caméra qui nous permet, dans le même temps, d'avoir un mode de calcul automatique des nombres de places disponibles pour aider les automobilistes à se garer. Quand on sait qu'on perd 10% de son temps à chercher une place de parking, ça évite une consommation d'essence. Ça nous permet de faire du comptage des vélos, là où les comptages classiques qui reposent sur le poids ne le permettent pas, pour savoir quels sont les endroits où il faut qu'on améliore les pistes cyclables. Ça nous permet de pouvoir mesurer énormément de phénomènes pour alimenter un hyperviseur qui, en prenant les informations des 4000 capteurs qui sont répartis dans la ville, vont nous aider à diminuer notre empreinte. Vous avez parlé d'eau. Dans nos 216 parcs et jardins du territoire, des capteurs d'eau qui évitent que les arrosages automatiques se déclenchent le matin si l'ondée a été suffisante ou s'il a plu pendant la nuit, plutôt qu'à 8 heures de manière automatique, on aille envoyer de l'eau partout. C'est plus de 200 000 euros d'eau potable économisée pour un territoire qui est pourtant situé au nord de la Loire, et avec une technologie et l'intelligence qui est utilisée pour le faire. Il faut donc qu'on soit capable de sortir d'un espèce de débat de est-ce que c'est dangereux, jusqu'où, etc., pour mesurer que, comme toutes les technologies, il y a évidemment une part d'aléa, mais que ça n'est pas en fonction de ce qui est négatif qu'il faut qu'on se prive de ce qui est nécessaire pour résoudre ce défi. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, en terminant, d'abord vous remercier d'organiser NetExplo, mais aussi saluer toutes celles et tous ceux qui ont déposé leurs 3000 projets, les lauréats que vous aurez l'occasion de distinguer. L'homme est responsable du réchauffement climatique. L'intelligence humaine, elle a conduit à conduire des process qui ont participé à ce réchauffement. Il faut que l'homme soit responsable de cette amélioration de la situation. Il ne faut pas considérer que l'homme n'est que le problème, il est une partie de la solution. C'est ce que vous faites ici à l'Innovation Forum, et c'est la raison pour laquelle j'ai été très heureux de pouvoir passer ce petit moment avec vous au début de votre journée. Monsieur le ministre, merci. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. À très bientôt.